Est-ce que la France Insoumise est un club de supporters où il faut filer droit et ne surtout pas critiquer l'entraîneur? La France Insoumise a dans son ADN le combat contre la monarchie présidentielle, c'est-à-dire le pouvoir personnel du président de la République, et le projet de passer à une 6e République. Combien de fois ai-je entendu Jean-Luc Mélenchon dans les meetings, les 3 campagnes présidentielles que j'ai faites pour lui? Combien de fois l'ai-je entendu dire « Ne scandez pas mon nom ». Ne scandez pas mon nom. Nous sommes un parti programme, pas un parti autour d'un homme. C'est dans notre ADN. Et moi, je suis fidèle à cela. Je suis fidèle à cela. Lui, non. Je pense que nous devons avoir, dans notre façon de faire, dans notre être, dans notre façon de nous comporter, cette idée que nous incarnons ce projet démocratique pour le pays. Ça implique, à mon sens, d'avoir aussi un projet démocratique pour le parti. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être membre de la France Insoumise et critiquer Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est possible? Est-ce que cette sanction n'est pas la preuve du contraire? D'abord, je le fais, donc c'est possible. Mais en effet, du coup, je m'expose à des procédures disciplinaires qui sont malveillantes. C'est-à-dire que là, ce qui se passe à mon endroit... Les motifs exposés ne sont pas les bons? Non, alors je vous ai amené l'acte d'accusation. Vous avez compris ce qu'on vous reproche? Alors moi j'ai reçu, en toute transparence, j'ai reçu un acte d'accusation par écrit. Ça s'écrit acte d'accusation? Non, c'est moi qui l'appelle comme ça. Ça s'appelle les faits reprochés. Mais comme c'est mon côté avocate, j'essaye d'être précise. C'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé à ce qu'on me mette ça par écrit. J'ai attendu 10 jours. Hein. Et effectivement, il est écrit « Dénigrement du candidat commun des parlementaires et les filles au poste de Premier ministre Jean-Luc Mélenchon, lequel a permis l'élection de nos députés », est-il écrit, et il est fait directement référence à mon interview à France Info le 22 octobre. Et ce que j'ai répondu à mes collègues qui étaient donc réunis hier, ils sont une vingtaine au bureau, et ils m'ont entendu sur ces faits reprochés, je leur ai dit d'abord, cette idée qu'on est élu grâce à Jean-Luc Mélenchon, c'est très 5e République. C'est précisément ce qu'on reproche aux macronistes, aux députés macronistes, qui est de rendre compte non pas à leurs citoyens, non pas à leurs électeurs, mais à l'Élysée. C'est ce qu'on appelle la majorité godillotte, oui, quand il s'agit de la majorité présidentielle. Oui, ça c'est les principes, mais en vérité c'est pas faux. Sans la dynamique Mélenchon, il n'y aurait pas eu 75 députés insoumis à l'Assemblée nationale. Absolument, la dynamique Mélenchon et la NUPES. Parce que si nous étions candidats, nous les insoumis, sans le soutien des socialistes, des Verts, des communistes, dans chacun de nos circonscriptions, autrement dit, s'il y avait face à nous à chaque fois systématiquement des candidats socialistes, communistes et écologistes, on aurait eu combien d'élus? La dernière fois, on en a eu 17. Là, on serait peut-être monté à 20, je ne sais pas. Mais il n'y aurait jamais eu 150 députés de la NUPES, il n'y aurait jamais eu 75 députés insoumis. Par conséquent, nous sommes des députés NUPES et nous le restons. C'est-à-dire que les électeurs nous ont élus sur un programme, le programme de la NUPES, qui est une rupture avec le programme social-libéral de François Hollande, et une stratégie de rassemblement qui est encore, à mon avis, pertinente, parce que c'est la seule qui peut nous permettre de gagner en 2027. Et c'est là aussi que j'ai exposé un désaccord avec la façon dont, depuis 1 an, la France Insoumise est dirigée. Parce que plutôt que de fédérer et de chercher à accroître l'influence politique de notre attelage, la NUPES, qui quand même a fait 26% aux législatives, a réussi ce tour de force de mettre l'Élysée minoritaire à l'Assemblée, il faut quand même croître pour gagner en 2027. Et en quoi Jean-Luc Mélenchon nuit à cette croissance? Parce que nous avons, à mon sens, plutôt que de fédérer, nous avons clivé. Nous avons clivé au sein de la NUPES, clivé au sein des Insoumis, clivé, c'est-à-dire restreindre l'espace politique qui nous délimite, alors qu'en fait, la grande tâche politique au-devant de nous pour gouverner, c'est déjà se fédérer, renforcer, protéger la NUPES, et puis de parler à celles et ceux qui sont encore loin de la politique, notamment celles et ceux que moi j'appelle les dégoûtés de la politique. Clivet, vous parlez de la stratégie contre la réforme des retraites, de la question du Proche-Orient et de la façon dont on qualifie les actions du Hamas. Les retraites, c'est un excellent exemple. 93% des Français étaient contre la retraite à 64 ans. Donc en fait, ce mouvement, il a mis en lumière un problème démocratique, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul homme, le président, contre 93% des Français. En fait, quand nous sommes rentrés dans l'hémicycle en janvier pour se battre contre cette loi, nous avions derrière nous un peuple tout entier.
Alors pourquoi donc on s'est mis à faire des tweets en disant il faut pas voter l'amendement de suppression de l'article 7 parce il va y avoir une défaite. On a fait des tweets en février qui parlaient du mot défaite alors qu'il y avait des millions de personnes en grève, des millions de personnes dans la rue. Oh, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et à cette époque-là, moi je ne l'ai pas dit. Pourquoi ? Parce que précisément c'était un moment d'unité monolithique du mouvement syndical et populaire et que je voulais pas rajouter à la division. Mais alors, combien de temps je dois me taire ? Combien de temps ? Parce qu'on me dit, il faut que tu laves ton linge sale en famille, il faut que tu prennes en compte l'adversité. Mais l'adversité, je la prends en compte, je la vis, je suis pas naïve, je sais bien que nos adversaires, l'oligarchie, les macronistes, l'extrême droite, sont des menteurs, sont de mauvaise foi, possèdent des médias, et ils nous attaquent en permanence, y compris en nous mettant en danger, etc., ce qui est le cas des Zémouriens. Bon. Mais comment faire, du coup, pour avoir un débat serein en notre sein, puisque de toute façon, cette agressivité de nos adversaires, c'est un invariant de la lutte. On essaye de prendre le pouvoir dans la 7e puissance du monde. Ils vont pas désarmer l'extrême droite et les macronistes. Donc ça veut dire, c'est où et c'est quand qu'on mène ces débats-là. Et en interne, on me dit, voilà, lave ton linge sale en famille. Mais où est la buanderie, s'il vous plaît ? Et vous êtes nombreux à vouloir laver le linge sale ou vous êtes très minoritaire, comme le dit Emmanuel Bompard ? Alors, comment vous l'estimez ? Sans vote, c'est difficile de savoir qui est majoritaire. Mais vous entendez les voix dissidentes s'exprimer, vous n'êtes pas toute seule, Raquel. Mais ça fait très longtemps qu'au niveau des bases insoumises, il y a la revendication d'un changement de fonctionnement. Les militants insoumis, ils ont mené loyalement les campagnes présidentielles, qui sont des moments de grande discipline. On peut le comprendre que pendant une campagne, c'est pas le moment de discuter. Et là, les militants collent les affiches, distribuent les tracts, sont très disciplinés. Mais entre les campagnes, est-ce qu'on peut pas avoir un autre fonctionnement ? Moi, je pense qu'on doit absolument le faire. C'est ce que demandent aussi les militants. Il faut leur poser la question à eux. Pourquoi on leur pose pas la question à eux ? Ils sont pas d'accord déjà, non ? Alors, il y a des vagues de départ aussi, parce qu'il y a une forme de dégoût. Le vote, c'est le prochain ? C'était ma question tout à l'heure. Mais moi, jamais de la vie. Vous pouvez rester au sein de la LFI. Vous allez continuer à la critiquer, quitte à être bâillonné plus durablement. Mais je le répète, j'ai cofondé un parti programme, pas un parti personnel. Je suis une ardente militante du programme et de sa première ligne et de son premier chapitre qui est la 6e République. Devait se mettre en retrait après la dernière présidentielle, continue à décider de tout. Il n'était pas présent dans la réunion du bureau hier qui a voté cette sanction contre moi. Il n'est pas membre du groupe. Maintenant, normalement, c'est le groupe qui a le pouvoir de sanction. C'est comme ça que ça s'est passé pour Adrien Quatennens. Pour Adrien Quatennens, le groupe a délibéré de longues heures, même de plusieurs journées, pour arriver à cette sanction de 4 mois d'exclusion. Et là, le bureau refuse de transmettre au groupe les éléments factuels qui fondent ma sanction qui, au demeurant, et vous l'avez remarqué, est de la même durée, 4 mois, que celle d'Adrien Quatennens. Et ça, je le prends comme une infamie supplémentaire parce que c'est extrêmement sévère. Vous savez, la session parlementaire, c'est 8 mois. 8 mois et demi. Donc c'est plus là, on est en train de m'enlever la moitié de la session parlementaire ordinaire. Et pourquoi ? Parce que, soi-disant, j'aurais menti. Et Mathilde Panot, donc, ce matin en conférence de presse, ne dit pas la vérité, puisqu'elle ne dit pas, c'est écrit noir sur blanc sur l'acte d'accusation. Ah oui, de toute façon, je vais transmettre tous ces éléments au groupe, qui est, selon moi, le seul souverain pour prendre des sanctions. Mais au-delà de ça, soutien au sein du groupe ou pas ? Beaucoup, et aussi au niveau des bases militantes. Il y a beaucoup. Là, ça discute partout dans la France insoumise. C'est quelle proportion de soutien pour qu'on ait une idée ? Mais aujourd'hui, par exemple, de nombreux collègues ont demandé à ce qu'il y ait un vote au sein du groupe sur la question du pouvoir disciplinaire du bureau. Ils ont dit, attendez, vous n'avez pas le pouvoir disciplinaire, vous, le bureau. Donc, votons sur ce sujet. Ce vote a été refusé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de vote. Donc, vous voyez, on va voir maintenant. C'est vrai que les insoumises et les insoumis, qu'ils soient députés, qu'ils soient militants, sont responsables de leur propre organisation et de son devenir. C'est eux qui doivent décider ce que nous allons en faire. Et on est chacune et chacun responsable avec notre propre éthique. Voilà. Moi, aujourd'hui, parce que je suis une vieille de la vieille, j'ai 30 ans, mais c'est une vie, 30 ans consacrée à faire les campagnes de Jean-Luc Mélenchon, à le soutenir. J'ai été son avocate. Il n'y a pas plus loyal que moi. Et pourtant, Marine Le Pen.
Oui. Pourtant, Dans un procès j'ai gagné ce procès-là contre Marine Le Pen et d'autres. Est-ce qu'il est reconnaissant? Parce que le 22 octobre, vous avez donc expliqué que depuis un an, il nuisait, Jean-Luc Mélenchon, à la France insoumise. Le même jour, il a publié une note sur son blog où il vous qualifie d'ex-chroniqueuse et il dit de vous que vous vouliez tuer le père. C'est ça dont il est question? Bon, alors... Ce n'est pas gentil de sa part, évidemment, et au lieu de dire ex-chroniqueuse, ça l'arrangeait bien quand j'étais chroniqueuse et que je défendais sur les plateaux. Mais il pouvait dire ex-avocate, qui m'a tiré d'affaire tant de fois, qui a gagné de merveilleux procès pour moi, etc. Bon, c'est une pique. Mais j'essaye de ne pas avoir un rapport affectif à tout ceci. Moi, je fais de la politique. Voilà. J'ai passé l'essentiel de ma vie militante sans être élue, sans être une professionnelle de la politique. D'abord parce que je n'étais pas française. Moi, je suis devenue française à 25 ans. À 25 ans. À 35 ans, j'ai repris mes études. Mais il y a de l'affect. Je suis devenue avocate et à 48 ans, je suis députée. Avec Alexis Corbière, vous étiez ses enfants chéris. Franchement, personnellement, je ne crois pas que la politique puisse être le fait de petits noyaux d'amitié. Oh, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand on s'affrontait à la social-démocratie, quand nous étions peu nombreux, c'est sûr que ça aidait comme ça d'avoir ce rapport quasi clanique, très homogène, très discipliné. Parce que nous étions les petits, nous étions David contre Goliath. On a gagné. On a gagné. Nous sommes passés devant le PS, nous sommes passés devant le Parti communiste, nous sommes la première force à gauche. Donc maintenant, il faut regarder l'avenir. Et l'avenir, c'est avec Jean-Luc Mélenchon ? Mais Jean-Luc Mélenchon, il sera toujours là. C'est ce que je lui ai dit. C'est lui qui doit déterminer la façon dont il est utile à la collectivité. Mais j'ai aussi le droit de dire, et ça c'est très important de le comprendre, il ne peut pas y avoir dans une société démocratique, ni au niveau de l'État, ni dans les partis, de crimes de lèse-majesté. Ce que je reproche à Emmanuel Macron, cette concentration du pouvoir qui n'est pas de son seul fait, c'est quand même la Constitution de 58 qui permet cette concentration du pouvoir, crée des effets très délétères dans la démocratie, dévitalise notre démocratie. Et finalement, il y a besoin de remettre de l'énergie vitale dans notre démocratie. C'est pour ça que je me bats pour supprimer le 49.3, c'est pour ça que je me bats pour qu'il y ait le droit de révoquer les élus en cours de mandat, que je me bats pour que le vote blanc et le vote nul puissent annuler des élections, et un tas de réformes constitutionnelles dont je pense que tous les Français aujourd'hui sont d'accord. Tous les Français ont compris qu'on pouvait manifester très longtemps, faire grève, être tous d'accord, et que le président faisait ce qu'il voulait parce qu'il avait le 49.3. Ils ont compris. Donc la réponse à ça, c'est supprimer le 49.3. Ça fait partie d'ailleurs des choses qu'on me reproche. On me reproche littéralement d'avoir fait des tweets pour dire que je voulais qu'on mette dans notre niche parlementaire du 30 novembre la suppression de l'article 49.3, alors que c'était décidé qu'on ne le ferait pas. Bon, mais je ne mets pas en cause le fait que ça ne sera pas le cas. Cette décision-là, je la respecte. Mais y a-t-il une décision qui m'empêche, moi, Raquel Garrido, de défendre politiquement l'intérêt de supprimer le 49.3 ? Où est-ce écrit quelque part qu'on n'a pas le droit ? Moi, Raquel Garrido, je n'ai pas le droit de défendre la 6ème République, mais on rêve. On rêve, en fait. Ça n'existe pas. C'est mon programme. C'est notre programme commun. Et je considère que je le défends plus que certains collègues qui, finalement, peut-être, doucement, s'adaptent au cadre de la 5e République. Quand vous dites que le parti clive de plus en plus, est-ce que vous faites aussi référence aux propos sur le Proche-Orient ? Vous avez été une des rares à qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Est-ce que vous vous êtes senti seul à ce moment précis ? Non, parce que je pense qu'au contraire, les Français, le 7 octobre, c'était quelque chose qui ressortait de l'unanimité de considérer cet acte. C'est ça la question. Oui, pardon, seul au sein de la France insoumise. Vous dites que c'est une organisation terroriste alors que Mathilde Panot refuse de le dire, par exemple. Jean-Luc Mélenchon également. Oui, rares sont ceux qui l'ont fait. En fait, si vous voulez, la discussion quant au fait de savoir s'il faut désigner le Hamas comme une organisation terroriste, est une discussion qui a sa noblesse et son intérêt, c'est de dire on ne peut pas comprendre le monde avec les lunettes de Samuel Huntington, la guerre de civilisation, et considérer qu'il y a l'Occident versus terroriste, parce que ça justifie, par exemple, les morts civiles à Gaza. Bon, je comprends cet argument-là, mais moi je peux faire les deux. Je peux dire, regardez, je le fais là, je dis, le 7 octobre c'est un massacre ignoble terroriste, et je dis, cessez-le-feu à Gaza. Je manifeste pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Je pense que je suis comme, en fait,
les Français, d'une façon extrêmement majoritaire, on veut que les bébés arrêtent de mourir de part et d'autre. On veut que les gens arrêtent de mourir, les civils. Donc vous irez manifester c'est dimanche, je crois, avec tous ceux qui dénoncent l'antisémitisme. De la présidente de l'Assemblée nationale et du président donc du là, Sénat. c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Moi, je suis là dans les images Non, que mais vous montrez. est-ce que vous irez dimanche manifester contre l'antisémitisme? La recrudescence des actes antisémites est extrêmement alarmante. Et il me semble que c'est un bon réflexe de manifester par les rassemblements, les manifestations, notre réprobation totale de l'antisémitisme. C'est d'ailleurs Olivier Faure qui, le premier, a fait cette proposition. En invitant, en disant que le RN peut venir, il a un peu fourché au début, mais il a rectifié. Et le RN ira. Et c'est tout à fait normal qu'il ait rectifié. Pourquoi ? C'est pas une question de sectarisme dogmatique à l'égard de l'extrême droite. C'est pas ça le sujet. Le sujet est le suivant. L'extrême droite, aujourd'hui, forge auprès de vous un regard qui, en fait, vous incite à voir derrière le français d'abord sa religion et de distinguer, notamment, de savoir s'il est musulman ou pas. Et ces lunettes-là, ces lunettes discriminantes, ces lunettes qui sont pas laïques, en fait, et qui, derrière chaque individu, voient d'abord une religion, ce sont les mêmes lunettes qui conduisent à l'antisémitisme. Les mêmes. Donc, lutter, en fait, les musulmans et les juifs doivent être totalement solidaires dans la lutte contre les racismes, contre les discriminations, contre les antisémites, contre l'antisémitisme. Et toute la société française doit s'enorgueillir du fait qu'il y a, depuis des siècles, des juifs en France, il y a de très nombreux musulmans en France, et nous devons, nous, en France, faire la preuve qu'on se serre les coudes et qu'on ne va pas se faire la guerre, nous ici, parce que nous sommes compatriotes. Voilà, nous avons en commun un pays, quelles que soient les religions, et je rappelle quand même que la majorité des Français sont ni croyants, ni rien du tout.